Il y a 2 ans, Souha Béchara était libéré grâce aux comités de soutien internationaux et aux organisations humanitaires après 10 années d'interrogatoire sous la torture, d'isolement, sans aucun jugement. Pourquoi, comment a-t-elle tenté d'assassiner un général? Écoutez le témoignage rare d'une jeune résistante, héroïne dans son pays, le Liban. Souha Béchara, bonjour. Bonjour. Et bienvenue en Belgique. C'est la 2e fois que vous venez, je crois, en Belgique. Hein? Oui, c'est la 2e fois. La première fois, c'était il y a très longtemps, il y a à peu près 2 années. Alors, je vous explique ce qui va se passer. Sur ce petit écran, on va voir défiler des photos qui retracent un peu, qui retracent certains moments de votre vie. Alors, on commence par une photo de Beyrouth. Beyrouth où vous êtes né, vous y avez vécu. C'est une ville dévastée qu'on voit sur cette photo, dévastée par la guerre entre Palestiniens et Israéliens, mais aussi par la guerre civile libanaise. Mais vos origines sont au sud du Liban, dans le village de Der Mimas, où vivaient vos grands-parents. On voit ici votre grand-père, votre sœur et votre cousin Marwan. Der Mimas, où vous passiez des vacances de rêve avant l'occupation israélienne, Der Mimas qui sera peut-être votre motivation première dans l'action que vous allez mener. Votre famille est chrétienne orthodoxe, mais votre père, qu'on voit ici sur la photo, est militant au Parti communiste libanais, parti que vous rejoindrez vous aussi très tôt. Vers 14 ans, vous êtes une très bonne élève qui, depuis ses 12 ans d'ailleurs, joue déjà un rôle actif au sein de la Croix-Rouge et de l'Union des jeunes démocrates libanais. Et vous voici un petit peu plus tard, vers, disons, 18 ans, avec un t-shirt confectionné par votre maman. L'étudiante en génie civil, studieuse, discrète, cache la combattante prête à tout pour sortir son pays de l'horreur de la guerre et de l'occupation. En 1988, pour beaucoup de Libanais, le général Lahat, qui dirige l'armée du Liban Sud sous l'occupation israélienne, est un traître, un collaborateur. Et vous tenterez de l'éliminer en l'abattant de sang-froid. Vous aviez 21 ans. Arrêté, vous serez enfermé pendant 10 ans sans aucun jugement. Vous résisterez aux interrogatoires, à la torture, à l'isolement. Libéré en 98, en 98, sous la pression de comités de défense internationaux et d'organisations humanitaires, votre mission sera alors de témoigner et de continuer le combat pour la liberté, pour l'indépendance du Liban, mais aussi pour les droits de l'homme où que ce soit. La force qui vous a animé et qui vous porte encore aujourd'hui, vous la racontez dans le livre « Résistante », livre écrit à Paris, qui vous a accueilli et où vous étudiez aujourd'hui l'hébreu. Alors, Souha, l'enfance et l'adolescence, eh bien, elles ont été partagées entre Beyrouth, où vous êtes né, et entre ce petit village de Der Mimas, où vous passiez vos vacances. Mais on va commencer peut-être par Beyrouth, alors, puisque vous y êtes né, c'est le commencement. Oui. Voilà. Le hasard a choisi qu'on habite entre Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest. Alors au début, je suis née vraiment sur la frontière, qui est devenue après le front de feu, qui était très très chaud et on ne peut plus y habiter, parce que ça a devenu le champ de bataille. Et c'est le terrain qui accueille tous les bombardements des 2 côtés. Alors, on situe un petit peu votre famille. Vous êtes né dans une famille chrétienne orthodoxe, mais par contre, vous alliez à l'école avec toutes des petites musulmanes. Oui. Et il n'y avait aucun problème. Oui, pour moi, au début, ça n'existe pas, la question musulman, chrétien, qu'il y a des conflits, parce qu'on part tous ensemble à l'église et en même temps on fait les fêtes musulmanes, on fait ces fêtes musulmanes ensemble. Mais d'ailleurs, vous le dites, je crois, dans votre livre, vous dites en Occident, on a toujours cru que la guerre civile au Liban, c'était une guerre de religion, les musulmans, les chrétiens. Et en fait, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Et c'est ce qui a prouvé la fin de la guerre civile. Les batailles les plus dures étaient entre les chrétiens
chrétiennes eux-mêmes en 1989, 90 et entre les chiites, les musulmans eux-mêmes aussi vers 1988-89. Alors, et les bombardements ne font pas la distinction, la différence, à mon avis, entre les religions. Votre père, qu'on va voir apparaître là normalement, votre père qui s'appelle Fawaz, c'est comme ça qu'on dit. Fawaz. Oui, il était typographe, il est peut-être toujours, je ne sais pas. Et surtout, il était militant du parti communiste libanais. Et surtout dans les syndicats. Il était syndicaliste. Oui. Il était toujours, toute sa vie, il a lutté pour les droits des ouvriers. Mais vous êtes très fier de votre père, non? Vous dites à un moment, c'est vraiment l'homme politique libanais que j'admire le plus. Oui, oui, pour moi c'était l'exemple, parce qu'il était tout droit, il a toujours dénoncé la prise d'armes dans cette guerre civile. Il était pour les droits de l'être humain, des ouvriers, pour les gens pauvres, pour les gens dont leurs droits étaient toujours violés par les pouvoirs. Et c'est un homme qui aime la justice et qui a toujours battu pour cette justice. Vous avez sûrement hérité de lui, alors, sous cet aspect-là. J'espère. Et aussi peut-être de sa discrétion, non? Sa discrétion, oui, c'était quelque chose qui était très, très marquant dans ma vie. Oui, il était un homme qui est presque taciturne. Il était très, très silencieux. Il n'a même pas battu nos têtes à la maison par le communisme, ni par... Ah, d'accord. Ni par... c'est-à-dire, je parle au niveau des idéologies. Il ne vous a rien imposé? Non, jamais. Jamais. Ça n'était pas... c'était pas des sujets pour la discussion à la maison, les sujets plutôt politiques. D'ailleurs, votre maman n'aimait pas ça, je crois qu'elle ne s'intéressait pas à ça. Aussi, ma mère, elle a lutté pour que ces sujets-là soient toujours derrière la porte. Mais il y avait quand même un de vos frères aussi qui était très intéressé par la politique, Adnan, oui, mais comme il est parti pour faire ses études à l'étranger, à l'Union soviétique à l'époque, alors... Votre autre frère, Omar. Omar est là. C'est un bon vivant, lui. Omar, il aime la vie. Il aime la vie. J'ai pris de lui ce côté-là. Et lui aussi, il était à un moment donné choqué par la guerre civile, surtout lorsque ma mère a été blessée devant lui. Alors, c'est là où il a pris la décision de prendre l'asile politique, de ranger ses papiers pour aller très loin. Et c'était l'Allemagne ouest qui l'a accueilli. Et votre sœur, d'elle, vous avez hérité du côté sportif. Le sport, ça c'est sûr. Elle est une enseignante de sport. Mais aussi, j'ai hérité d'elle au niveau du désir d'étudier, de continuer et d'avoir cette patience. Vous aviez 8 ans quand la guerre civile s'est déclarée au Liban. Oui. Et au début, vous avez trouvé ça même assez amusant, si j'ai bien compris. Ces feux dans le ciel, vous trouviez ça beau. Feux d'artifice. Ouais. Mais après, vous allez quand même comprendre que cette période de guerre civile, c'est pas rose du tout. Il y aura bien sûr les bombardements, mais il y aura les privations, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il faut faire attention aux snipers, enfin tout est bousculé. C'est tout un système, c'est tout un système. Et il y a même au niveau des mots, ça commence à se trouver tout d'un coup, parce que dans la vie normale, on ne parle pas de snipers. On ne parle pas des canons et quelle est la dimension de ce canon. Voilà, il va passer, c'est bien, la bombe, elle ne va pas tomber ici, elle va tomber. Alors, il y avait les régimes d'eau.
Alors on commence à prendre l'habitude, les bidons, d'où on doit prendre l'eau, chercher l'eau, et après comment on peut remonter l'eau et l'électricité. Et là où s'organise, quoi. On essaie de s'organiser, mais en même temps on voit les choses que la guerre impose, et aussi en même temps que la richesse et le pouvoir prouvent. Parce que les gens riches, directement, ils peuvent arriver à avoir des générateurs chez eux, et tandis que nous sommes obligés d'être des voleurs pour raccrocher un fil d'électricité pour recevoir et avoir ce courant-là chez nous. Mais cette période de guerre a fait peut-être que vous avez mûri plus vite, non? Parce que quand je lis qu'à 12 ans, vous donniez déjà, enfin c'est un exemple, mais vous donniez déjà des cours de mathématiques et que ça fonctionnait très bien, vous aviez plein de, j'allais dire, de clients, mais c'est ça. Vous allez devenir autonome très vite, et puis pendant cette guerre, vous allez aider la Croix-Rouge très très jeune, à peu près à 12 ans, non? Pour moi, c'est la guerre. Moi, je suis dans une guerre et je dois chercher l'abri, mon abri pour me protéger, et c'est la question qui se pose, quel est mon rôle dans cette guerre? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Alors à 12 ans, c'est vrai, j'étais impliquée dans l'Union de jeunes démocratiques, on donne un coup de main à Croix-Rouge, et en même temps on apprend même des chansons pour les adultes. On chante Fayrouz, on chante Marcel Khalifi, on répète les pièces de théâtre de Ziad Rahmani. Alors, on est complètement impliqué, même à cet âge-là, on n'a plus nos chansons, on n'a plus les chansons ni des enfants, ni même des adolescents. On a dépassé notre époque, à mon avis. Et c'est ce qu'impose la guerre civile, partout dans le monde. Il y a une photo de vous qui est en train de faire de la tapisserie. Oui. Ça fait très sage, hein, comme photo, là. C'est sage, et aussi ça fait plaisir à ma mère. Mais moi, j'aime bien. Pourquoi ça fait plaisir à ma mère? Vous fassiez de la tapisserie? Oui, en faisant de la tapisserie. Alors, je m'occupe de quelque chose qui est d'art. Et ma mère, elle aime bien que je m'occupe de ça, pas seulement du sport. La politique, elle ne sait pas que j'irai. Mais vous allez cacher ça pendant très longtemps, d'ailleurs. Oui, j'ai pu cacher ça pendant très très longtemps. À 17 ans, encore une fois, vous êtes en permanence dans un poste de secours, vous sillonnez Beyrouth dans des ambulances pour aller chercher les blessés. Et bon, tout ça en secret? Tout ça en secret. Tout ce que j'ai fait avec le Croix-Rouge, dans la défense civile, avec l'Union de jeunes démocratiques, même auprès du parti, notre parti communiste, c'était en secret, parce qu'à l'âge de 15 ans, j'ai essayé avec ma mère de lui dire que voilà, ma mère, moi je veux être permanente auprès de l'Union de jeunes démocratiques, et là, ça n'a pas du tout marché. Pour elle, c'est interdit. C'était proche du Parti communiste. L'Union, c'est le Parti communiste. Alors, c'est la misère qu'elle vit avec mon père. Au niveau du moyen de vie, c'est très modeste, même moi. Alors, elle a vécu la pauvreté, elle a vécu pas mal de temps qui était très très dur. Et, enfin, elle était presque sûre que non, sa fille, elle a abandonné cette idée. Elle fait vraiment de la tapisserie et du sport. Alors il y avait les beaux moments, vous dites même que c'était votre paradis d'Hermimas, ce village dans le sud Liban. Et on peut peut-être voir une photo là, voilà. Ah oui. C'était sur une colline? C'était sur une ponte de colline, oui. C'est en face d'une autre colline, et en bas on trouve notre vallée où passe la rivière, la plus longue fleuve du Liban, qui est l'Litani. Et justement, j'allais vous dire, quelle est l'image que vous gardez, la plus belle image que vous gardez d'Hermimas? C'est quoi? Les oliviers. Les oliviers? Oui.
L'huile de Dermima, c'est réputé, j'ai lu. C'est réputé, oui. Alors, les oliviers avec son huile, le savon et l'eau qui coule toujours en bas. Alors là, vous étiez c'était toute la famille qui était là. Il y avait les grands-parents. Oui. Votre grand-père qui ne faisait pas de politique. Votre grand-mère, oui. Elle, c'est une très sympathisante de gauche. Mais alors, il y a deux personnes aussi qui ont été importantes, je crois, pour vous. C'est votre oncle Naïef et sa femme Nawal. Oui, oui. Lui était militant communiste, elle était féministe. Mais vous dites que c'est à leur contact que vous avez découvert la notion d'engagement. Oui, parce que chez eux, à la maison, moi, je passe tous les week-ends. Eux, tous, ma tante, mon oncle, leurs enfants, ils étaient tous impliqués. Et je comprends que signifie Union de jeunes démocratiques, que signifie le Parti communiste. C'est quelque chose qui va et vient, qui est très animé, qui est vivant, qui lutte contre les confessions, pour la démocratie. Et je vois ça dans ce monde-là. J'ai vécu ça dans ce monde-là et c'est pour cela que je bascule vraiment d'un monde à un autre monde. À la maison, il y a le livre, les études, un petit peu de tapisserie et c'est calme. C'est très calme chez nous à la maison. Alors vous allez quitter tous ensemble Beyrouth un moment parce que c'est l'exode, parce que Sharon 1980. entre en 82, entre avec les chars et encercle Beyrouth, déjà Sharon, et puis vous quittez pour Dermimas. Oui. Et vous dites, j'ai 15 ans et prête à passer à l'action. Vous êtes décidée là à vous engager déjà? Oui, oui, parce que moi, c'est-à-dire 3 ans, entre 12 ans et 15 ans, je suis dans l'Union, il y a la guerre civile, il y a des gens qui ont mon âge, qui apprennent les armes. Alors, pour moi, je suis contre les armes. Je suis contre l'apprentissage des armes. Et il y a 15 ans, quand j'étais à Beyrouth, j'ai décidé de rester à Beyrouth. J'étais avec le Croix-Rouge, il y avait des milliers de blessés. Les hôpitaux étaient pleins. Ils avaient besoin vraiment des infirmiers, des coups de main. Et il y avait l'Union de jeunes démocratiques, il y avait les enfants, il y avait les Palestiniens qui se sont réfugiés, il y avait même les Libanais. Il y a tout un monde qui était vraiment perturbé par cet encerclement et même par cette invasion israélienne en 1982. Personne n'a imaginé. Il y avait quelques partis qui ont prévu que oui, Israël, elle peut aller jusqu'au bout, elle peut occuper même Beyrouth, la capitale, comme parti communiste. C'était ça, ce qui s'était passé. Et pour moi, je dois me défendre. Je dois rester, je dois défendre ma capitale là où je suis née. Je ne veux pas reprendre l'histoire de 1978. Je ne veux pas être comme le peuple palestinien parce que lorsqu'on était à Beyrouth, c'était pas permis pour les Palestiniens de quitter Beyrouth-Ouest. Seulement les Libanais qui avaient des papiers avec leur carte d'identité, on peut sortir de Beyrouth-Ouest vers Beyrouth-Est, c'était permis par les Israéliens. Et pour les Palestiniens qui ont juste des cartes bleues, c'est-à-dire données par l'ONU, l'UNRWA, c'est interdit. C'est interdit. J'étais obligée de quitter Beyrouth-Ouest. Donc vers le sud. On était obligés de partir vers le sud. Passer sur les barreaux des Israéliens, c'était pour moi quelque chose qui était très dur. Première chose, j'ai boycotté les produits israéliens qui étaient partout. Dans le sud, Liban, qui était occupé déjà dès 1978. Et pour moi, j'ai dit, je dois résister. Je suis obligée de dépasser ce que j'ai déjà pris comme décision contre les armes. Et le 16 septembre, c'était la déclaration du Front de la Résistance nationale libanaise contre cette occupation. J'ai dit, pour moi, c'est la lumière. Et c'est ça le chemin que je dois prendre.
J'ai passé vraiment à me préparer pour devenir un membre de ce front. Il y a aussi votre grand-mère qui avait quand même joué un rôle, parce que quand elle vous disait « Regarde ces terres, les Israéliens nous les ont prises », ça a marqué quand même dans la tête d'une adolescente. Même avant sa mort, bon, je ne l'ai pas vue, lorsqu'elle était morte, il y a beaucoup de choses qui étaient passées. J'étais pas là, j'étais enfermée dans le camp de Khiam. Il y a une phrase, elle a dit que j'ai des petits-enfants mes petits-fils, des médecins, et ils vont me faire un médicament juste pour arriver à vivre le moment où je peux retourner à mon village. Malheureusement, elle n'a pas pu, mais c'était quelque chose qui était très très important. Et ma grand-mère, vraiment, elle a joué un rôle. Je ne peux pas nier ça. Une très belle photo de vous quand vous aviez à peu près 20 ans. Vous étiez en 3e année de génie civil. Et puis là, vous allez abandonner vos études. 2e année, oui. En 1986, c'est vrai, j'étais à l'université. Il y avait la guerre civile qui s'aggrave. Et pour moi, il y a un seul ennemi qui nous massacre, qui nous interdisent d'aller à nos villages. Depuis 1978, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a déjà devant nous un exemple, le peuple palestinien qui était dispersé dans les 5 coins du monde, et ça sera pareil pour nous. À quoi sert pour moi un diplôme où je n'arrive plus à trouver un mur sur lequel je peux accrocher mon diplôme. Et c'est là où j'ai dit, je m'en fous de tout ça, je dois aller. C'est vrai, pendant 4 ans, j'ai essayé de prendre contact avec le Front de la Résistance, ça n'a pas marché, avec d'autres réseaux de la Résistance, ça n'a pas marché. Et c'est là où j'ai décidé d'aller toute seule, et ils peuvent me chercher après. Et votre premier rôle dans la résistance, c'était d'aller dans le sud, de ramener des informations à Beyrouth. Oui. Et puis dans un deuxième temps, vous étiez entre Beyrouth et Der Mimaz, votre village, et aussi l'autre village de Marjayoun, c'est comme ça qu'on dit? Marjayoun. Oui, alors vous étiez à Der Mimaz chez une tante, et puis à Marjayoun chez votre oncle Issam. Votre cousin Issam. Mon cousin, oui. Oui. Mais le pauvre homme, eh bien, vous l'avez bien trompé pendant un bon bout de temps, là. Hein. Vous lui cachiez encore une fois toutes vos activités. Pas seulement lui, hein, tout mon entourage. C'était pareil pour la famille, pour mes amis. C'est un engagement qui est complètement discret. Dans la résistance, on ne peut jamais raconter ce qu'on doit faire, même ce qu'on aime et ce qu'on est contre. Et c'est extraordinaire ce que vous racontez dans Résistante. Ce livre, c'est vraiment, on est en plein espionnage comme ça. Vous allez vous installer dans le sud Liban et dans ce village de Marjayoun. Pourquoi? Parce que c'est quand même la ville, c'est pas un village, la ville du général Lahad. Le général Lahad qui dirige l'armée du Liban Sud. Oui, qui est l'armée supplétive de l'occupation israélienne, dans la zone occupée. Et vous allez vous installer là. Oui. Et vous allez vous infiltrer vraiment d'une manière incroyable dans la famille de ce général, puisque votre mission était alors de l'éliminer. Ma mission, c'était pas de l'éliminer. Ma mission, c'était vraiment d'abord d'apporter des informations, c'est vrai, et les informations concernant les Israéliens qui circulent, les membres de Shin Bet, aussi même les cibles militaires des casernes,
les routes, les chemins sur lesquels, le parcours des soldats israéliens, et en même temps il y a le chef de la LS, le chef, le symbole du collaborateur. ALS, c'est ça. ALS. Armée Alors, Liban Sud. Liban Sud. Alors, ce symbole de collaborateur, pour nous, c'est le projet israélien. Alors, au début, moi, je suis dans ce but-là. Et là où je me trouve, je fais tout ce que je peux faire. J'ai créé des liens avec des membres de la sécurité, avec des Israéliens, et j'ai pu m'infiltrer auprès d'Antoine Lahed. Et la première fois quand j'ai pris contact, je l'ai vu à côté de moi, j'ai dit si j'avais le revolver, j'aurais bien le tué. Pourtant, vous le trouviez sympa. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir s'il est sympa, s'il n'est pas sympa. Il y a plein de gens qui sont sympas. C'est le double visage. Je veux bien insister sur le rôle de la résistance, c'est contre qui? Même il y a des soldats israéliens qui sont très sympas. Même il y a des généraux. C'est l'être humain. Mais à quoi aboutit son existence dans cette région-là et son projet? C'est ça ce qu'on doit voir. Sympa, non sympa, on peut discuter ça beaucoup. Mais vous n'auriez pas préféré quand même ne pas le connaître aussi bien que vous ne le connaissiez, parce que vous êtes devenu ami avec sa femme Minerve, vous connaissiez son fils, vous entriez dans cette maison comme ça en ami, puisque vous étiez devenu le professeur d'aérobic de la femme du général. D'un groupe oui. Où Madame Lahed. Pas court particulier, oui. mais oui. Quand même, tout ça c'est extraordinaire quand vous le racontez. Et ça, mais le voilà le général Lahed. Oui, c'est son photo. Oui. Oui. Il était jeune ici. On va voir aussi la maison donc dans laquelle vous parveniez à entrer facilement. Oui, c'est ça. Et dans laquelle vous entriez armé même, alors qu'il y avait des gardes, que cette maison était vraiment surveillée. Et là, je trouve que vous faites preuve d'un sang-froid incroyable. Pour réussir, c'est vraiment tout un travail. C'est très compliqué. Ce sont des membres qui ont fait déjà l'entraînement, soit par les Israéliens, par le Mossad, par le Shin Bet. Et c'est juste à côté d'une caserne qui était la caserne de Marjayoun, l'endroit principal des Israéliens. Alors c'est tout un travail pour arriver à libérer notre terre. C'est ça vraiment l'objectif. Et pour y arriver, on doit dépasser plein de choses. Je ne peux pas nier qu'il y avait déjà des obstacles. Il y avait plein d'obstacles. Et moi, j'étais une fille qui était très pacifique, qui n'a jamais utilisé la violence. Et elle a passé, le moment où j'ai passé à cet acte, une fois j'avais mon sac, j'avais mon revolver. Il était en train de manger. J'ai mis ma main dans mon sac, j'ai touché le revolver et j'ai sorti un papier. Fois. Ah oui, voilà. Un papier de mouchoir. C'est ce que j'ai sorti, j'ai pas sorti mon revolver. Et pourquoi là? Parce que c'était pas le moment? Et c'est là, non, c'est pas une question de moment, parce que là, tu as toute une vie qui était juste devant moi et avec mes idéologies. Est-ce que je dois le tuer? Mais il est en train de manger, il ne faut pas qu'il me tourne le dos, il faut que ça soit face à face. Et il ne faut pas qu'il y ait des gens autour. C'est-à-dire, j'ai passé vraiment, lorsque j'étais voilà, j'ai passé à l'acte, je suis dans l'acte, j'ai pas fait parce que toute ma vie est présente. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et pour moi, il y avait plein de choses que j'ai pensé déjà. C'est que la résistance, il ne faut pas qu'elle dépasse ses limites. Et ses limites, c'est pas tuer pour tuer. C'est
faire les opérations pour libérer notre terre. C'est-à-dire, la prise d'armes, pour moi, c'est pas une habitude. Et je ne dois jamais dépasser ces limites-là. Et quand je l'ai vu comme ça, ben, vraiment, c'est la personne. C'est la personne. Puis j'ai retourné chez moi, j'ai retourné et j'ai passé toute la nuit. Vraiment, qu'est-ce que je dois faire dans ces positions-là? Est-ce que je fais ou je ne fais pas? Ou bien j'attends. Mais lui, il ne m'attend pas. Le projet israélien ne m'attend pas. Et ils vont déclarer l'indépendance du Sud-Liban. Déclarer une indépendance, c'est-à-dire pour nous, c'est plus 50 ans de lutte. C'est pas quelque chose de facile. Et moi, je suis en train de penser à plein de choses. Alors, comment je peux dépasser tout ça? Et il y avait en plus ma mère qui va venir. Est-ce que j'attends ma mère qu'elle revienne à Beyrouth et après je fais l'opération? C'est vraiment tout un monde qui défile tout d'un coup en une seconde devant nos yeux, et c'est l'être humain. Heureusement. Oui, moi je n'ai jamais regretté, et vraiment je n'aime pas me raconter les choses d'une manière héroïne. Voilà, j'ai pris les armes et j'ai tué. C'est pas quelque chose. Personne n'aime pas à mon avis, si j'étais dans mon pays et rien ne se passe, j'aurais resté dans ma maison tranquille. Je continue mes études comme tous les autres. Personne n'aime la violence. Et lorsqu'on utilise ces choses-là, parce qu'on était arrivé à un moment donné où on est obligé. Parce que être mort, comme ça, en étant vivant, c'est quelque chose qui est très dur. On va voir le salon dans lequel vous étiez. Donc face au général Lahad, face à sa femme Minerve, encore une amie qui était présente aussi. Et puis la deuxième fois, là, vous le faites. Vous sortez votre revolver et vous tirez 2 balles et il s'écroule. Vous le croyez mort, il ne l'est pas. Vous le saurez quelques jours plus tard. Il est blessé seulement, paralysé, du bras gauche, je crois. Mais pourquoi l'avez-vous raté? Ça, c'est une question que je me pose. Manque d'entraînement. Mais tout le monde m'a posé cette question. Pourquoi il est tout près? Alors, il croit d'abord que je n'ai pas bien ciblé. Si, j'ai bien ciblé. Mais, dorénavant, j'ai décidé de tirer 2 balles. Pourquoi 2 balles? C'est ça la question. Même mon chef, avec qui on a tout fait, Rabia Ahmed, il m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas continué? Non, même avant, j'ai déjà décidé de tirer 2 balles. Il m'a dit non, de 7 balles. J'ai dit non, 2 balles. Et même j'ai écrit sur un papier pourquoi je veux tirer 2 balles. Une balle, c'était une lettre au parti libanais, à tous les Libanais pour cesser la guerre civile et pour prendre toutes ces armes en face d'une occupation qui essaye de nous chasser de notre pays. Et la deuxième balle, c'était un salut, un petit salut aux enfants palestiniens. Alors c'est pour cela après, vraiment, pendant les 10 ans de détention, tous les détenus, ils m'ont dit, mais tirer 2 balles, tu aurais tiré les 7 balles. J'ai dit, je regrette. Maintenant, peut-être. Vous avez regretté? Les 5 balles qui ont resté, oui. Peut-être. Qu'est-ce que ça aurait changé? Rien. Vous dites, ma mission était remplie? Oui, pour moi, la mission, j'ai pas raté ma mission. J'ai pas raté parce que voilà le message. En vie. Vous auriez eu ça sur le cœur? Non, ça me dit rien, ça. Non. Moi, je ne compte pas. Je ne compte pas ni les morts, ni les blessés. C'est pas ça. Si Israël, elle parte sans qu'elle aille aucun mort, mais tant mieux pour nous et tant mieux pour eux.
si elle veut avoir beaucoup plus de morts, c'est à elle de compter, c'est pas à nous. Et c'est comme ça, moi, je raisonne toujours. Alors, après ça, d'abord, vous restez d'un calme olympien, comme on dit, et vous vous sentez soulagé. Parce que ce que vous aviez dû retenir pour vous pendant aussi longtemps se libère en une fois. Oui, vous pouvez jeter le masque. La vie en schizophrénie, c'est quelque chose qui est très lourd. Très lourd. D'être autour d'une table et en face de toi, il y a des gens qui parlent comment ils ont massacré les gens dans les massacres de Sabra et Shatila. Et eux, ils rigolent et moi, je suis obligée de rigoler avec eux. Parce que je dois tenir ce masque-là. Mais maintenant, je suis en face de mon ennemi et je dis, tu es mon ennemi. Soir, Béchara, on va quand même parler alors de cette arrestation. Vous êtes d'abord emmené en Israël, puis on vous ramène dans ce fameux camp, ancien camp militaire, vous dites de Khiam, je crois. Khiam, oui. Khiam. C'est pas loin de votre village d'Hermimas, finalement. Non, j'ai déjà visité quand j'étais très jeune. Mais donc là, ça va être 10 ans de l'enfer, quoi. Ça va être l'enfer pendant 10 ans, puisque c'est un camp qui est oublié de tout le monde. C'est pas vraiment une prison, puisqu'on n'y est jamais jugé. On laisse croupir les gens là. Il y a des résistants, il y a aussi des gens qui sont là, peut-être, qui subissent des pressions. On veut qu'ils parlent. Mais vous allez être là pendant 6 ans, dans l'isolement total. On peut voir, voilà, ça c'est Khiam, mais au moment où c'est libéré, de la libération, au mois de mai de cette année en 2000. Oui. Ça c'est le bâtiment. On va voir aussi une cellule. Ce n'est pas peut-être la... je ne sais pas si vous voyez ça. Oui, c'est la petite cellule. Non, ce n'est pas la petite cellule, ce sont les cellules des hommes. Et à ce moment-là, les détenus, ils n'avaient pas rendu compte que c'est la libération. Ils ont cru que ce sont l'ALS qui sont venus pour les massacrer. Et tout d'un coup, il y a des gens qui ont perdu la conscience. Et il y a cet homme-là, il a connu son frère. Il a reconnu son frère. Et il a dit, la libération, on vient de vous libérer. Et c'était vraiment un moment très important. Pas pour seulement les Libanais, à mon avis. C'est pour l'histoire du monde que c'est quand le Liban Sud a été libéré, c'est-à-dire que l'occupation israélienne se terminait, et puis ce sont les villageois et le Hezbollah qui ont libéré les prisonniers de ce camp de Khiam. Oui, les villageois, Hezbollah, Mouvement Amal, Parti communiste, ils étaient tous là-bas. Et vous avez vécu 10 ans là, donc oublié, vous imaginiez que vous étiez oublié de tous, alors qu'on en parlera, il y a eu des comités qui se sont créés partout pour vous libérer, mais après 10 ans. Et vous allez vivre par moments, et même longuement, dans une cellule d'1,80 m sur 80 ou 90. Et vous allez tenir le coup, malgré les tortures à l'électricité, les interrogatoires qui n'en finissaient pas, tortures physiques et psychologiques. Et bon, vous allez nous raconter comment vous êtes parvenu à résister à tout ça, parce que c'était de nouveau une sorte de résistance. Il y a d'abord eu le côté physique. Vous vous êtes vraiment contrainte à faire de l'exercice physique tous les jours. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Comme vous dites, c'est vrai, c'est une sorte de résistance. C'est toute une résistance. Et pour moi, l'endroit est changé. Alors les moyens aussi. Et c'est là où je dois préciser quels sont les moyens pour résister contre cette occupation. Et pour moi, reste debout. Je dois rester debout. Et en même temps, je dois exprimer chaque jour ma solidarité avec les autres détenus. On était la minorité qui sont des vraies résistantes. Et à part ça, il y a des dizaines de femmes
chaque mois, chaque semaine défilent dans ce camp-là qui n'ont aucun rapport avec la résistance. Et écouter la voix du maire sous la torture, ou bien j'écoute la voix de son fils, et elle est à côté. Vous entendiez leurs cris? Leurs cris, oui, et c'était quelque chose. C'était très dur, et c'est là où on se rend compte que signifie la douleur. Parce que lorsque moi je suis sous la torture, pour moi, je crie, point, fini. Quand je rentre à ma cellule, à ma petite cellule, mais je fais un entraînement pour que j'arrive à s'en sortir, pour arriver à marcher malgré que j'ai les pieds tout gonflés. Mais quand j'entends la voix des fouets, le soufflet de ces fouets qui tombent sur les corps des détenus, c'est là où vraiment on vit la douleur. Ou bien lorsqu'une femme qui a 75 ans, ils sont venus de l'arrêter et ils vont la prendre sa voile. Pour elle, c'est quelque chose de très très précieux, qui a une grande valeur. C'est comme voile islamique. Être dévoilé, c'est-à-dire être nu. Et c'est quelque chose de très important. Alors c'est là où on sent la douleur. Et moi, en même temps, il y a de l'autre côté les autres détenus qui veulent rester à côté de moi malgré mon isolement. Et on dépasse ça en prenant des contacts de loin, en chantant des chansons traditionnelles, en parlant de plein de choses discrètement, en créant des petits papiers d'aluminium. Excusez-moi, mais quand vous chantiez, c'était pour que les voisines vous entendent, oui. Et vous leur envoyiez des messages de ouais. cette manière, oui. en disant « mais tiens bon oui, », c'était du réconfort. Mais quand même, j'ai relevé une phrase. Il y a Kifa, une Palestinienne, qui vous avait envoyé un petit mot. Elle était parvenue à vous envoyer un petit mot de réconfort dans un gant de toilette, je crois. Oui. Et puis vous lui répondez « Ne t'inquiète pas pour moi si je suis dans la petite cellule. Et puis, la vie, malgré tout, est très belle. Ouais. » Comment parvenez-vous à dire des choses pareilles à ce moment-là? Quelle force vous avez? Ça retombe sur le même contenu, le même contexte. C'est qu'il y a une solidarité des deux côtés, entre les cellules. Et pour moi, oui, la vie est très belle parce qu'on va arriver à un moment donné. On va arriver à un moment donné à être libérés, à libérer notre terre. Et pour nous, la grande chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit rester debout. Parce que le moment où on va être libéré, on ne veut pas se retrouver dans un hôpital. Parce que on sait bien que c'est très loin. C'est loin. Et notre débat, ce n'est pas pour une semaine. Il y avait aussi une autre méthode que vous avez utilisée, c'était de créer. Il fallait créer à tout prix, mais vous n'aviez absolument rien pour créer. Et donc c'était mental. Vous avez composé des poèmes, 50 poèmes comme ça, mentalement, et vous les corrigiez dans votre tête, vous les répétiez, vous les appreniez par cœur. Et je trouve ça extraordinaire. Et vous avez d'ailleurs apporté là, à côté de vous, quelque chose qui est votre trésor, non? Ah oui, pour moi c'est ma vie, c'est quelque chose qui me dit beaucoup. La Croix-Rouge est enfin arrivée après 6 ans et vous a donné du matériel. Vous avez obtenu ce petit tissu. Oui, mais... et sur ce tissu, je m'en servis avec des autres tissus avant l'arrivée de la Croix-Rouge. Croix-Rouge. Et ce crayon-là, c'était le crayon que mes deux amis, Amina et Samar, ils ont organisé une opération pour voler un crayon et pour m'offrir. Et sur ce tissu, vous avez écrit ces fameux poèmes? Il y a des poèmes, il y a un journal, comment ça se passe chaque seconde.
qui était arrêté à ce moment-là, qui était libéré. Voilà, la porte est ouverte. Il y a cette fille qui a été libérée. Alors j'ai écrit tout. Et il y a des poèmes. Il y a les poèmes, oui. Il y a plein de choses. Une ou deux phrases? Ou c'est compliqué ou non, c'est pas. Je vais essayer de vous trouver de phrases. Oui, c'est là. Je veux lire en arabe. Je vais essayer de traduire. تحية طائر جريح ينزف السلام رافعا يديه ليبلسم ما حفر في الأعماق سؤال غدا مجلدات ولا جواب. Vous pouvez nous traduire? Un petit salut d'un oiseau blessé. Il pleure à la paix. Il lève ses bras pour essayer de calmer ce qui était au fond, gravé au fond du cœur. C'était une question qui est devenue des livres, mais sans réponse. Et si c'est sur un tissu léger comme ça vous a permis aussi de le dissimuler? De les dissimuler dans des plis. Parce que vous ne pouviez évidemment pas faire non, ça. C'est interdit. C'est interdit d'écrire, c'est interdit de... Même avant l'intervention du Croix-Rouge, c'était interdit de faire n'importe quoi, de créer n'importe quoi, ainsi de raconter notre humanité. Vous ne saviez pas à ce moment-là, vous étiez donc enfermé depuis 10 ans, mais vous ne saviez pas qu'il y avait des comités qui s'étaient créés partout, et en France entre autres, et tous des gens qui œuvraient pour votre libération. Et votre maman qui n'a jamais fait de politique, par exemple, elle est allée voir Chirac. Très engagée. Oui, oui, mais oui. Ça c'est la mère. On pourrait peut-être voir sa photo, votre maman. Oui. Oui. Ça, c'est au moment de la libération, moment de je la suppose. libération. Elle a pu venir vous voir après 8 ans, elle a pu vous rendre visite. Dans le camp. Oui. Et là aussi, vous êtes extraordinaire, vous ne craquez jamais. Pour nous, c'était vraiment une sorte de victoire de pouvoir revoir nos familles même derrière les barreaux. Mais je vous parle de tout ça, vous nous racontez ce que vous avez vécu, et je vois quand même beaucoup d'émotions dans votre visage, dans vos yeux. Or, dans le livre, j'ai l'impression que vous êtes... C'est dur. Oui. On dirait que jamais vous ne faiblissez. Je me dis, mais en face de quelle forte femme je vais me trouver? Et puis, je me trouve en face de quelqu'un qui, pour moi, a l'air quand même fragile, malgré sa force. Mais personne n'était fait en fer. Hein. C'est l'être humain. Vous allez être libéré, c'est en 98, en septembre, début septembre. 3 septembre. Le 3 septembre. Là, vous allez être tout à fait surprise. C'est une voiture de la Croix-Rouge, du comité international de la Croix-Rouge qui vient vous chercher, qui vous amène dans les bâtiments du gouvernement à Beyrouth. Vous êtes reçu par le Premier ministre. Rafik el-Hariri. Hariri, oui. Voilà, avec votre maman qui est sur la photo également. Et puis, vous êtes complètement étonné de voir que vous êtes accueillie vraiment en héroïne. Oui. J'ai pas imaginé ça. J'ai pas imaginé qu'il va y avoir tous ces gens-là, même au niveau du gouvernement, du président, des députés, parce que quand j'ai quitté, j'étais enfermée dans le camp. En général, la résistance, c'était pas une idée acceptée par tout le monde. Par tout le monde, ni surtout par notre gouvernement ainsi par le président. Alors c'était quelque chose qui est malhonnête de faire la résistance contre l'occupation israélienne
pour pas mal des réseaux, même pour le gouvernement, aussi quelques-uns dedans. Et c'était quelque chose de très important parce que m'accueillir, c'est-à-dire accueillir la cause pour laquelle moi j'ai défendu. C'est-à-dire ils ont accepté de défendre notre pays comme un État, comme un gouvernement, et pour aller jusqu'au bout, pour libérer notre terre. Et c'est ce qui était très précieux pour moi. On a quelques images là, justement, au moment où vous arrivez à Beyrouth et que la foule est là pour vous accueillir. Oui. Pas une larme non plus ce jour-là, c'est vrai? Non, non. Non, non. J'ai pas pleuré, non. J'étais très contente. Et moi, je pleure quand je regarde les films égyptiens. Désolée. Qu'est-ce que ça vous fait quand on dit que vous êtes la Jeanne d'Arc libanaise? Je sais pas. Et là, vous envoyez des fleurs. Oui. C'était le nom aussi de votre opération, Fleurs du Fleurs Sud. du Sud, oui. 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 Vous allez, je vais presque dire, subir ces honneurs, parce qu'il va y avoir des défilés vraiment sans arrêt chez vous. Il y a la télévision, les radios, les journaux de la presse écrite, enfin les journalistes de la presse écrite qui viennent vous voir. Et je crois que là, c'est difficile quand on a vécu en réclusion comme ça pendant 10 ans, d'être entouré comme ça. Vous ne vous retrouviez pas vous-même, vous dites. Et il a fallu quitter Beyrouth, il a fallu quitter le Liban pour vous retrouver, pour être face à vous-même. Et en même temps, pour un peu calmer la situation à la maison, parce que ma mère et mon père, ils étaient très, très, vraiment fatigués. Et ils n'ont pas parlé avec leur fille. Alors c'était très difficile même pour eux. Après 10 ans, ils veulent être avec leur fille et c'était pas le cas. Mais vous dites à un moment, les gens sont dans une vallée et moi je suis dans une autre vallée. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Non, non, maintenant peut-être il y a des petits moments où elles peuvent passer comme ça et je me retrouve dans cette situation, mais en général non. Et c'est les années, les 10 ans, à mon avis, même pas les 10 ans. C'est la situation de la majorité des détenus qui se retrouvent comme ça, dans des vallées complètement différentes des autres. Il y a une distance qu'on ne peut jamais l'oublier. Vous êtes à Paris, puisque c'est Paris qui vous a accueilli. Oui. Et votre mission maintenant, c'est de témoigner, entre autres. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs, je suppose, pensé à ce livre avec Gilles Paris, aux éditions Lattès, Résistante, où on détaille bien plus qu'on ne l'a fait aujourd'hui, ce parcours, votre parcours. Et vous travaillez avec Amnesty maintenant? Je ne travaille pas, mais je participe à pas mal de choses avec eux lorsqu'ils ont besoin d'un témoignage, parce que c'est pas facile de trouver des gens qui acceptent de témoigner après tout ce qu'ils ont vécu. C'est quelque chose de très lourd. Et maintenant, il y a la campagne internationale contre la torture lancée par Amnesty International, et moi j'y participe. Et vous faites partie, ou vous travaillez aussi avec un collectif d'avocats français et israéliens? Et israéliens. L'histoire de je veux juste éclaircir quelque chose, c'est qu'à la base, il y avait le comité, et le comité pour la libération de Zohar Béchara en 1996, qui a mobilisé tout, qui est arrivé vraiment à faire venir ma mère, à prendre les rendez-vous avec M. Jacques Chirac, avec Mme Danielle Mitterrand, aller jusqu'au Canada, à faire tout ça. Et après ma libération, quand j'étais ici, on a créé, à côté du comité universitaire pour la libération des détenus, on a créé un collectif d'avocats. Et ce collectif d'avocats français, déjà, a besoin d'un collectif d'avocats israéliens.
ce qui est très important pour nous, parce que les avocats français ils ne peuvent pas être directement en contact avec la Cour suprême israélienne. Et c'est comme ça, on a ces trois points essentiels pour nous, pour bouger juridiquement, et en même temps, on essaye de médiatiser ces deux collectifs avec la cause des détenus, et où il y a jusqu'à maintenant 19 détenus qui sont toujours en Israël. On essaye d'éclaircir cette situation juridiquement. C'est pour ça que dans un premier temps, vous aviez entamé des études de droit, mais que vous avez dû abandonner parce que ça vous prenait trop de temps et c'était trop difficile. Oui, et maintenant, vous étudiez l'hébreu. Oui, j'étudie l'hébreu. C'est très important, surtout lorsqu'on a tombé sur pas mal des dossiers en hébreu pour les détenus concernant les détenus qui sont en Israël, comme Anwar Yassine, Samir Al-Kontar qui est depuis 21 ans arrêté là-bas, Abdelkarim Abeid Mustafa Derani qui était kidnappé au Liban, transféré en Israël, c'est-à-dire il n'était jamais jugé. Alors, pour moi, lire directement ces dossiers-là, c'était beaucoup plus important que de passer par une traduction. Et maintenant, ça devient beaucoup plus vaste, l'apprentissage de cette langue. Vous ne le savez pas, mais maintenant, on va vous demander de faire des choix, Soha Béchara. On vous montre deux photos, mais qui ne vous concernent absolument pas. Et on vous demande s'il y a une des photos qui vous frappe plus que l'autre. Et elles viennent toutes les deux de l'École supérieure de l'image, le 75. Et cette photo-là, je ne sais pas si vous voyez bien ce que c'est. L'automne, oui, les arbres, sans feuilles, avec une route quand même. Avec une route où il n'y a personne. Et alors, elle est de Frédéric Andrieux. Une autre photo de Mario Santos. Ah oui, je préfère la première. Et pourquoi? La route, donc? Il y a la route, il y a les arbres que je sais bien qui vont fleurir de nouveau. Fleurir. Qui vont fleurir de nouveau, oui. Alors c'est presque la vie, hein. Il y a tout dedans. Même si la route, il n'y a personne, mais je sais que les gens, ils sont à côté. Soit encore un choix, deux phrases. Il y en a une qui vous parle peut-être plus que l'autre. La haine doit être vaincue par l'amour et la générosité. Spinoza. Et l'autre, je n'ai pas aimé d'être admiré, mais d'en être digne. Ah non, la première. La première. Et aussi la deuxième. Non, mais il faut choisir, soit. La première. La première. La haine doit être vaincue par l'amour. Oui, oui, oui. Toujours. Même il ne faut pas avoir la haine dans la vie. Vous ne l'avez jamais eue? Non. Jusqu'à ce moment-là, non. Même quand j'ai fait l'opération, c'est pas à cause de la haine, c'est pour une cause. Et je n'ai jamais passé, je crois, à la haine, jusqu'à ce moment-là. L'amour, là, vous connaissez. Oui. J'ai appris que vous alliez vous marier bientôt. Oui, j'espère. Oui. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais vivre sans l'amour. L'amour pour la vie, pour les gens proches, pour tout le monde, pour l'entourage. Et aussi partager la vie avec une autre personne, c'est quelque chose qui est très important. Alors, vous avez choisi une musique, c'est une Libanaise. Moi, je croyais, c'est Férouz que vous avez choisi. C'est Férouz, oui. Je croyais que vous alliez choisir Marcel Khalifé. Khalifé, oui. Non, à ce moment-là, j'entends souvent Férouz, surtout cette chanson. Qui dit quoi? C'est la chanson concernant la ville de paix. Jérusalem. Qui est Al-Quds, Jérusalem. Et elle parle qu'un jour, la paix va régner là-bas. Merci. Merci Soha Béchara pour cette heure. Merci aussi d'avoir en vous cette force et ce courage que vous utilisez maintenant
pour que des mots comme liberté, comme paix existent, mais pour tous, je crois, dans le monde. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. مريت بالشوارع شوارع القدس العتيقة قدام الدكاكين اللي بقيت من فلسطين حكينا سوا الخبرية وعطيوني مزهرية قالولي هيدي هدية من الناس الناطرين